la singularité du monde associatif que nous représentons, quelle est sa plus-value, et quelle est notamment sa plus-value dans les rapports humains. Alors c'est sur cette idée, et notamment sur le fait de revenir sur les fondements même de l'association, tels que son, parce qu'on a envie de dire que son étymologie le porte, l'association c'est celle qui associe et qui est, enfin on aura l'occasion d'y revenir, entre guillemets, à la fois cet éclairage et ce laboratoire du vivre ensemble. Et donc comment on fait dans nos associations pour répondre à cet enjeu, pour répondre à cette mission, notamment dans la capacité que nous avons à faire vivre ensemble et à promouvoir toutes les parties prenantes qui composent une association de solidarité qui accompagne et qui accueille des personnes vulnérables. Des parties prenantes qui sont les personnes accompagnées en premier lieu, leurs aidants, les professionnels, les bénévoles, les dirigeants. Donc voilà l'enjeu et l'ambition de notre matinée. Aujourd'hui, la SRL, c'est une association qui gère une quarantaine d'établissements et de services sur le Nord, le Pas-de-Calais et un tout petit peu sur la Somme. Alors effectivement, la question de l'éthique dans le management, du management éthique, est venue d'une réflexion toute simple. C'est qu'on ne peut pas espérer que des personnes accompagnées le soient bien si les professionnels qui les accompagnent ne sont pas eux aussi bien. Et y compris dans nos associations, dans nos structures, je pense que en tant que manager, en tant que responsable associatif, on ne peut pas esquiver cette question. Alors pour que des personnes, pour que des professionnels soient bien, alors certes, il faut sans doute des moyens, il faut des conditions de travail adaptées, etc. Mais je pense aussi qu'il faut un mode de relation entre responsables et salariés qui soit un mode respectueux des personnes. Je pense qu'on ne peut pas, et peut-être je vais un peu trop vite, mais on ne peut pas parler d'empowerment, de pouvoir d'agir pour les personnes que nous accompagnons, si nos professionnels eux-mêmes ne sont pas dans cette dynamique et dans cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, exiger de professionnels qu'ils se conduisent de façon à libérer la parole des personnes que nous accompagnons, ou de leur permettre de pouvoir exprimer leurs désirs, leurs besoins, leurs attentes, si eux sont dans un carcan, l'expression, enfin le rapprochement est peut-être pas très bon, mais dans un carcan un peu de fonctionnement un peu militaire ou un peu descendant, avec nos fameuses fiches de poste, nos obligations multiples et variées. Et donc on a initié dans un premier temps un comité de direction. Le comité de direction, c'est environ une vingtaine de directeurs pour la SRL. Une formation sur laquelle on a été accompagné par M. Aiguier, qui est un intervenant du centre d'éthique médicale ici à la Cato, pour nous aider à réfléchir sur toutes ces questions. On s'est aussi, on a voulu aller voir un peu partout. On a fait un comité de direction chez Decathlon. Donc, on a franchi le Rubicon. Et on avait eu aussi l'intervention d'un directeur de service d'aide à domicile et qui a mis en place sur son service certains préceptes de l'entreprise libérée. Alors peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ces concepts qui sont très liés entre autres aux startups, aux gros groupes Google, etc. On voit les gens jouer au baby-foot, etc. Donc voilà, à partir de ça, on a essayé de réfléchir à comment nous, au niveau de notre association, on pouvait essayer de permettre à nos professionnels plus de liberté, plus de responsabilité, évidemment dans un cadre particulier, dans un cadre éthique qui était important. Le pari qui est fait, mais on en est franchement au balbutiement, mais je pense que ce qui est déjà important, c'est de sensibiliser, et c'était là
on en est plutôt là, sensibiliser les directeurs, sensibiliser les cadres, au fait, entre autres, que les professionnels qui arrivent aujourd'hui, alors je vais jouer un peu au vieux con, vous m'excuserez, je sais plus les mêmes que ceux de dans le temps. Ils attendent autre chose. Ils n'ont pas les mêmes parcours. Par contre, ils sont en attente de responsabilité, ils sont en attente qu'on leur fasse confiance et qu'on leur dicte pas au mot le mot ce qu'il y a à faire. Mais voilà un petit peu ce qui nous amène à nous poser la question effectivement d'un management peut-être un peu différent, d'un rapport avec des salariés différents. Bonjour, bonjour à tous. Je suis le président du groupe d'entraide mutuelle de Boulogne-sur-Mer, le Bel-Envol. Donc les GEM, qu'est-ce que c'est? Ils ont été reconnus et créés par la loi du 11 février 2005 qui prévoit l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées au sein des groupes d'entraide mutuelle dans un but tant de prévention que de compensation du handicap. Qui peut aller dans un GEM? Alors toute personne handicapée ayant un problème, un trouble psychique, donc tout ce qui est schizophrénie, bipolarité, autisme, mais aussi plus largement toutes les personnes ayant eu une grosse dépression ou des lésions cérébrales sévères. Donc en fait on a créé le GEM de Bel-Envol, c'était suite à ma dernière hospitalisation qui a duré 12 mois. Ma mère qui était en fait adhérente de l'UNAFAM, donc c'est l'Union des familles de malades psychiques, voilà, et mentaux, psychiques et mentaux. Donc elle a entendu parler des GEM et puis donc en fait on a décidé de se lancer dans l'aventure parce que c'est des structures assez jeunes et il n'y avait aucun GEM dans la région du Boulonnais. Donc en fait on a créé tout ça, c'était en 2012 et on a fait notre première permanence en 2013. C'est beaucoup de travail, plus qu'on ne peut s'imaginer. C'était quelque chose qu'on n'était pas très préparé. Donc c'est fait selon le système de la démocratie. Mais la démocratie, attention, on veut dire par là que chaque adhérent a la possibilité de venir avec ses idées et on fait tourner le groupe comme ça selon le principe de la co-construction en fait. C'est vraiment une autonomie et puis c'est ça qui va nous permettre de repartir, de se relancer dans la société et d'exister dans la cité. On se resocialise autant au sein du groupe entre nous-mêmes que quand on va faire des activités en extérieur et où on évolue dans un territoire inconnu où on est en rapport avec un peu inconnu. Grâce à notre statut d'entraide mutuelle qu'on a eu en septembre, donc on a pu avoir nos propres locaux, mais aussi on a engagé une animatrice à mi-temps, mais bon, elle est là pour faire marcher un peu la mécanique. On vient pour rencontrer des gens, partager des moments, se divertir, et tout ça, donc les objectifs généraux, ils passent finalement, pour l'adhérent, ils ne sont pas visibles, ils passent après. Eux, ils vont surtout pour des objectifs opérationnels, spécifiques, ils font vraiment, on est dans l'action. Donc moi je travaille en fait à la Maison des aidants de Lille. C'est le terme que nous on a choisi, mais en fait c'est une plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants familiaux. C'est vraiment pas beau, ça donne pas envie d'y aller. C'est pour ça qu'on a appelé ça Maison des aidants. Aujourd'hui en fait la société elle utilise l'aidant, mais en fait elle le reconnaît pas encore assez en tout cas. La morale collective voudrait qu'en fait se dire qu'il est normal de s'occuper de son parent malade, âgé, alors que pas forcément. À la Maison des aidants, comment les liens se forment, c'est tout d'abord des liens de confiance qu'on va avoir avec les aidants.
Parce que aller chercher de l'aide pour les aidants, c'est déjà se dire que je ne suis plus capable de m'occuper tout seul de mon proche. Avoir fait le pas de venir nous voir, nous, c'est déjà se dire, bon, déjà je sais que je suis un aidant, première étape. Et ensuite, c'est de se dire, je suis un aidant qui a besoin d'être aidé. Et à partir de là, l'aidant, il va rentrer dans une boucle, et nous, on est là pour le soutenir dans toutes les étapes de sa vie d'aidant. L'idée de la maison des aidants, c'est de reconnaître les compétences des aidants et de les valoriser. Parce que c'est vraiment ce qui leur manque aujourd'hui dans la société. Tout le monde sait qu'il y a des aidants. Tout le monde sait ce qu'ils font, mais on reconnaît peu leurs compétences, même dans le sein de leur propre famille. C'est que les frères et sœurs ou les enfants, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est au quotidien. À la maison des aidants, on leur donne cette place-là, on leur accorde du crédit, on valorise tout ce qu'ils font pour leurs proches. Et comme on disait que la population âgée va augmenter dans les prochaines années, les services d'aide à domicile sont alors indispensables, mais en même temps pas forcément tous formés aux maladies d'Alzheimer et aux maladies apparentées, et donc à tout ce que ça entraîne, mais également aussi formés aux aidants, parce que c'est aussi savoir ce que l'aidant subit au quotidien. À la maison des aidants, on a choisi de créer une plateforme numérique d'entraide et de solidarité pour les aidants familiaux, où on va mettre en contact des bénévoles formés par la maison des aidants pour aller faire des visites de courtoisie ou faire des sorties avec des aidants isolés chez eux. Donc c'est vraiment la solidarité de proximité, puisque on s'est rendu compte que l'argent n'en aura pas plus. Donc aujourd'hui, le seul moyen d'accompagner les aidants sur le long terme, c'est de faire appel à notre bonne volonté à tous et à notre solidarité envers nos aidants. Qu'est-ce que c'est que la CVS? La CVS, c'est un conseil de vie sociale. Dans le conseil, il y a avis. C'est-à-dire que comme dans une entreprise, comme vous êtes secrétaire de CE, vous êtes là pour donner votre avis, vous êtes là pour apporter quelque chose aux salariés, vous n'êtes pas là pour critiquer constamment et forcer constamment. Un CVS et conseil, c'est avis. Conseil, ça veut dire qu'on écoute les résidents, ce qu'ils ont à dire. J'ai dit les résidents, je n'ai pas dit un résident. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour trouver la solution à une personne, mais à la solution de toutes les personnes. Ensuite, il y a vie. Dans vie, il y a quelque chose de bien et de pas bien. La vie d'un senior, ce n'est pas une entrée vers la mort, c'est quelque chose il n'est plus totalement indépendant dans la société, donc il doit effectivement faire quelque chose de formidable, de vivre. Alors vivre, c'est quoi? C'est des animations qu'il faut proposer, c'est des joies qu'il faut proposer, mais c'est surtout aller leur dire bonjour, faire un sourire et être présent. Alors j'ai la chance, je dis bien, d'être président du conseil de vie des Orchidées, 4 maisons. Nous avons effectivement, quand ça n'allait pas, dit ce qu'il fallait dire et faire ce qu'il fallait faire. Avant que j'arrive, il y avait des résidents qui étaient timorés. Ils avaient peur de dire quelque chose. Aujourd'hui, la parole est ouverte. Donc ils sont là présents, ils sont tous dans ce qu'on appelle un bien vivre, et ensemble. Et ça, c'est le premier point. Donc, conseil de vie. Vous allez me demander de vie sociale. Le social, c'est quelque part aider ceux qui sont en difficulté et ceux qui ne peuvent pas parler ou ceux qui ont besoin de quelque chose. Il peut y avoir dans la vie, je ne vais pas tout citer parce que dans la vie de tous les jours, depuis ces années, des petits soucis personnels. Et bien quand c'est personnel, nous en parlons avec la direction, ça se résout, on trouve une solution pour. Et quand c'est entre, je veux dire, résidents, parce que vous savez qu'entre résidents, à un certain âge, eh bien à un certain âge, vous avez des réflexions quelquefois entre résidents qui peuvent être difficiles, on ne va pas dire autre chose. Eh bien il faut aller voir ces réflexions, il ne faut pas les raisonner, hein, c'est pas la part, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire la moralité, on est là pour simplement dire, eh bien madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous souhaitez aller ailleurs? Est-ce que vous souhaitez une hôtelière qui vous donne le repas? On est là pour acclimater et trouver la solution pour qu'elle soit heureuse, elle soit au pluriel ou il soit au pluriel heureux. Ensuite, donc le social, c'est aussi aider les personnes qui peuvent avoir des moments de difficulté, des pertes d'idées, j'ai pas le temps, j'ai peur d'aller me faire soigner les dents, j'ai peur de me soigner les cheveux, j'ai pas d'argent. Il faut trouver des solutions. Voilà. Alors, que peut-on faire au niveau au sein de la CVS? D'abord,
On peut parler effectivement du social, des repas, de l'aménagement, des locaux, de l'entretien, mais également de l'animation, parce qu'on a parlé de vie tout à l'heure. Alors, si on s'organise pour un jeu de cartes, une sortie, c'est un moment formidable où ils peuvent se détendre. Donc le but du conseil de vie, c'est d'être présent, de faire vivre cette association, l'association bien sûr, là les orchidées, mais l'association de l'EHPAD. Ce sur lequel la table ronde nous a quand même bien éclairé, c'est que nos associations, elles sont en but au rapport à la disponibilité en permanence, c'est-à-dire la question d'être suffisamment disponible à l'autre dans le respect de la place. Et on a bien vu qu'il y avait, tout compte fait sur cette question de la disponibilité, quelque chose qui venait aussi du rapport à l'initiative. D'ailleurs, je trouve qu'entre ce qu'a dit Bruno sur permettre l'initiative du point de vue du fonctionnement global de l'institution du côté des professionnels, vous nous l'avez dit en disant, nous défendons le GEN, c'est l'espace de la création de l'initiative. Et on voit bien qu'il faut que ces initiatives s'emboîtent, elles sont toujours au risque du télescopage, dans un monde où toute une démarche nécessaire, inspirée de la qualité, etc., a grandement demandé de procédurer, de faire du descendant, etc. Et on voit bien que le vivant d'une association, il est du côté de l'espace d'initiative. Alors, une initiative qui aussi, entre guillemets, vient nous interroger sur le rapport à la distance, etc., sur la question des places, avec des tiers, qui sont les aidants, dans le respect de la place du tiers, et avec des tiers institués, qui sont les CDS. Et on voit bien que la question qui nous rassemble, c'est comment est-ce qu'on met tout ça en dynamique pour éviter, on ne va pas faire une séance comme en école d'éduc sur la question du conflit, mais pour éviter, entre guillemets, les tensions péjoratives, néfastes, qui vont créer de l'usure professionnelle et de la désespérance des personnes accueillies.